Bonjour, je suis le docteur Chafer Bouzid, chirurgien au centre Pierre-Marie Curie d'Alger et enseignant à la faculté de médecine d'Alger. On va regarder ensemble aujourd'hui l'urgence abdominale la plus fréquente, à savoir l'appendicite aiguë. Alors en définition en généralité, on dira que l'appendicite aiguë est une inflammation de l'appendice vermiculaire. C'est une urgence chirurgicale. C'est l'urgence chirurgicale abdominale la plus fréquente. C'est une affection fréquente et bénigne, touche toutes les tranches d'âge. Le diagnostic est surtout clinique, aidé actuellement par la radiologie, à savoir le scanner. Tout retard diagnostique peut avoir des conséquences graves et le traitement est chirurgical. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que l'appendicite aiguë est rare avant l'âge de 3 ans. Le pic de fréquence se situe entre 10 et 20 ans. Il y a une prédominance masculine avec 4 hommes pour une femme. Et elle concerne environ 160 cas pour 100 000 habitants. Sur le plan anatomique, l'appendice vermiculaire, comme vous le voyez, se situe en position habituelle sur la face en latérocécale interne. On a le sécum qui est là, situé à l'union des 3 bandelettes du sécum et forme l'appendice. L'appendice est vascularisé par une artère appendiculaire. La vascularisation artérielle de l'appendice est de type terminal, c'est-à-dire la ligature de l'artère appendiculaire va entraîner la nécrose de l'appendice. L'appendice fait environ 8 à 10 cm, il fait de calibre de 8 mm environ, on l'a dit aussi, donc convergence des bandelettes du sécum et aussi comprend une vascularisation terminale. Donc ici on a le sécum qui a été ouvert donc pour le schéma où on voit l'orifice appendiculaire et aussi la valvule iléocécale qui est là. L'appendice peut avoir différentes situations. La situation la plus fréquente, c'est la situation latérocécale interne, c'est-à-dire là en numéro 5. L'appendice peut être sous-hépatique, il peut être rétrocécal intrapéritonéal, il peut être rétrocécal rétropéritonéal, il peut être mésocéliaque, pré- ou post-iléocécal. Et en 6, il peut être en position pelvienne. La situation la plus fréquente, c'est la latérocécale interne, elle est retrouvée dans 25 à 70% des cas. Ici, on a un appendice qui est rétrocécal, sous-séreux et en plus fixé. En fonction de la rotation du tube digestif lors de la maturation de l'embryon et du fœtus, l'appendice peut se retrouver en position sous-hépatique, par exemple, si le sécum est haut. On peut avoir un appendice à gauche si toutefois on a un situs inversus. Et ici, la situation la plus fréquente, bien sûr, c'est la fosse iliaque droite et surtout le point de McBurney. Le point de McBurney est retrouvé si on trace une ligne qui va de l'ombilic vers l'épine iliaque antéro-supérieure. L'union du tiers externe et de 2 tiers internes va donc comprendre le point de McBurney qui est le point de la douleur appendiculaire. Sur le plan histologique, l'appendice comprend une paroi qui est idem à la paroi colique et c'est un organe lymphoïde, muqueuse et sous-muqueuse. Sur le plan physiopathologique de l'appendicite multifactorielle, on peut avoir une obstruction de la lumière appendiculaire par
un stercolite, un fécalite ou un coprolite. Ces trois termes sont des synonymes. C'est généralement un bout de sel qui durcit, ou bien un aliment qui durcit, un noyau de cerise par exemple, par un courant étranger ou une oxyure. Ça va obstruer la lumière pendiculaire et engendrer une stase, une infection, une inflammation, une infection, voire une perforation. Il y aura une augmentation de la pression pendiculaire, ischémie, nécrose et gangrène et perforation. Plus rarement et exceptionnellement, l'appendicite peut être hématogène, d'origine hématogène, quand aucune obstruction n'est retrouvée et est secondaire à une infection généralisée. Donc, on a l'appendice qui est là, un stercolite qui est dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura une inflammation de l'appendice avec épaississement de sa paroi et ça forme une appendicite. Et on peut avoir de l'ischémie, des facelles au niveau de la paroi qui vont engendrer ou conduire à une perforation. Sur le plan anatomopathologique, il y a finalement différents stades anatomopathologiques de l'appendicite aiguë. Le plus simple et le plus précoce, c'est l'appendicite catarrhale ou endoappendicite. Il y a de l'œdème et de l'hyperémie. Ensuite, il y a l'appendicite ulcéreuse suppurée. La lumière contient du pus et les parois sont recouvertes de fausses membranes. L'appendicite phlegmoneuse, la suppuration se généralise à tout l'appendice. L'appendicite abcédée prend l'aspect d'une pseudo-tumeur inflammatoire et l'appendicite gangréneuse qui est d'aspect verdâtre avec des plages de nécrose menant à la perforation. Pour le diagnostic positif, il faut savoir qu'il est caractérisé par un polymorphisme clinique. On va regarder ici la forme typique, c'est l'appendicite aiguë de l'adulte jeune. Les signes fonctionnels seront la douleur qui est le signe majeur et il ne manque jamais. D'abord épigastrique, puis se loge rapidement au niveau de la fosse iliaque droite. On peut avoir des troubles digestifs associés, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements réflexes, d'abord alimentaires, puis bilieux. On peut avoir une langue saburale, on peut avoir une fébricule à 37,8, voire 37,8, 37,9, voire 38. Pas plus que ça. À l'examen physique, à l'inspection, le patient va avoir une attitude figée, évitant tout mouvement. Tout effort de tout exacerbe la douleur. Les deux mains du patient tiennent la fosse iliaque droite. La palpation doit être faite sur un malade rassuré. Les mains bien réchauffées, posées bien à plat sur l'abdomen, avec douceur. Commencer par la région la moins douloureuse et terminer par l'examen de la fosse iliaque droite. La douleur pariétale provoquée va être recherchée, c'est-à-dire on va palper la fosse iliaque gauche et ça va engendrer une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Ça s'appelle le signe de Rovsing. L'épigastre est indolore. On va finalement arriver à examiner la fosse iliaque droite. La décompression de la fosse iliaque droite va donner la douleur, ça s'appelle le signe de Bloomberg. La douleur va être retrouvée au niveau du point de McBurney qu'on a vu tout à l'heure. On peut retrouver une défense pariétale au niveau de la fosse iliaque droite. Le toucher rectal peut retrouver une douleur provoquée latéralisée à droite. L'auscultation peut parfois retrouver un silence abdominal lié à l'ileus réflexe engendré par l'inflammation de l'appendice. La défense pariétale au niveau de la fosse iliaque droite est engendrée par l'irritation péritonéale des gaines musculaires des muscles de la fosse iliaque droite qui vont engendrer, cette irritation va engendrer une contracture réflexe de ces muscles. Comme examen complémentaire, sur le plan biologique, la formule numération sanguine peut retrouver une hyperleucocytose. Donc à 12 000 blancs, sérieux à point pour le diagnostic, à 20 000 blancs, fait craindre l'abcès ou la perforation, voire la péritonite. La CRP va être positive. Sur le plan radiologique,
l'abdomen sans préparation était fait couramment avant, mais n'apporte pas finalement de diagnostic, d'argument pour le diagnostic. Il n'est pas toujours contributif, sauf la visualisation d'un stercolite radio-opaque ou d'un petit niveau au niveau de la fosse iliaque droite, donc qui est relatif à l'iléus de la dernière anse iléale. L'échographie va étudier les différentes couches de la paroi appendiculaire, explore la zone douloureuse. On va rechercher ce qu'on appelle le McBurney échographique. Les signes échographiques d'appendicite aiguë sont l'appendice dilaté de plus de 6 mm, une paroi supérieure à 3 mm, une douleur provoquée, la visualisation d'un stercolite avec cône d'ombre postérieur et parfois une collection périappendiculaire. Vous voyez ici à l'échographie, on voit l'appendice qui est là avec un épaississement de sa paroi et la lumière qui est là. Vous voyez ici un stercolite au sein de l'appendice. L'appendice peut avoir une position sous-hépatique, on voit le foie qui est là et l'appendice qui est là, inflammé. Le scanner est de plus en plus demandé actuellement parce qu'il va affirmer l'appendicite aiguë. Le scanner doit être fait avec injection de produit de contraste. Il va voir l'appendice dilaté à paroi épaissie qui va prendre le contraste. Il va visualiser le stercolite, détecter une complication, une perforation, un abcès ou une péritonite. Vous voyez ici sur le scanner, on a une appendicite ici, l'appendice qu'on voit ici est inflammé. On voit une perforation appendiculaire, on voit ici un stercolite intrapéritonéal et un abcès au niveau pelvien d'origine appendiculaire. Vous voyez ici une appendicite, un stercolite toujours au niveau de la fosse iliaque droite, un patient qui a fait une appendicite et chez qui on a un pneumopéritoine avec du liquide en périhépatique signant la présence d'une péritonite, avec ici des collections au niveau de la fosse iliaque droite. Alors, les points essentiels à retenir: l'appendicite aiguë est un diagnostic le plus souvent clinique. L'imagerie permet de confirmer ou d'infirmer le diagnostic dans les formes cliniques douteuses. Donc après le diagnostic, les formes cliniques possibles, d'abord les formes topographiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fonction de la situation de l'appendice, l'appendicite qui va en découler va engendrer une forme topographique particulière. Par exemple, pour les appendicites rétrocécales, le patient va venir avec un psoïtis. Qu'est-ce que c'est qu'un psoïtis? C'est une contraction réflexe du muscle psoas. Comme vous le savez, le psoas c'est le muscle fléchisseur de la hanche par excellence. Donc le patient va avoir la gaine de son psoas qui est irritée par l'appendice qui est rétrocécal et par conséquent il y aura une contraction réflexe du psoas. Donc le patient va venir avec une position vicieuse où finalement la cuisse est fléchie sur le tronc. Et si on lui demande de faire une extension de la hanche, il y aura déclenchement de la douleur. L'appendicite mésocéliaque va revêtir l'aspect d'une occlusion intestinale mais fébrile, c'est-à-dire parce que l'appendice va baigner parmi les anses intestinales, il y aura irritation, fièvre bien sûr secondaire à l'infection et l'inflammation, on aura un iléus fébrile. L'appendicite pelvienne, c'est un appendice pelvien qui va irriter ou la vessie ou le rectum, et on aura des signes urinaires ou rectaux. L'appendicite sous-hépatique peut simuler une cholécystite aiguë vu la situation de la douleur et de la défense. L'appendicite hernière, c'est un appendice qui va s'insinuer dans un sac d'une hernie inguinale. Il y aura appendicite et ça va faire penser à un étranglement hernière.
Et par contre, il y aura une fièvre associée et il faut penser à l'appendicite hernière. L'appendicite à gauche quand il y a un situs inversus. Il y a eu des scores qui ont été rapportés dans la littérature pour un peu classer ou pas classer, plutôt pour poser le diagnostic d'une appendicite. Le plus utilisé actuellement, c'est le score d'Alvarado, où il associe la présence de la douleur migratrice vers la fosse iliaque droite, l'anorexie, les nausées et vomissements à température supérieure à 37,3, la défense de la fosse iliaque droite, la défense à la percussion de la fosse iliaque droite, présence d'une hyperleucocytose supérieure à 10 000 et des neutrophiles supérieurs à 75% et c'est coté à 10. Il y a eu d'autres scores rapportés dans la littérature, mais le score d'Alvarado reste l'un des scores les plus utilisés. Les formes topographiques graves, on a les péritonites appendiculaires. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a vu tout à l'heure qu'il y a l'appendicite. L'appendicite peut se gangréner et se perforer pour engendrer une péritonite. Le début peut être brutal avec des signes généraux, tachycardie, défense généralisée, voire contracture. Et au scanner, on va trouver un épanchement péritonéal, intrapéritonéal. Et là, ça signe la péritonite, généralement appendiculaire quand il y a un appendice qui est vu au scanner. La toxémie appendiculaire, c'est la forme toxicopioémique de Dieu-la-foi qui est retrouvée chez l'enfant généralement avec discrétion des signes locaux contrastant avec les signes généraux alarmants, faciès stéreux, marbré, extrémités froides, urine rare, pouls filant, légère défense de la fosse iliaque droite. C'est une urgence majeure parce que sinon il y a un décès dans les 24-36 heures s'il n'y a pas de traitement anti-infectieux et chirurgie. Les formes évolutives, on avait parlé de la péritonite appendiculaire en un temps, d'abord, c'est-à-dire que la symptomatologie de l'appendicite non traitée va évoluer vers la péritonite, ou bien en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a d'abord formation d'un abcès après l'appendicite, l'abcès va se rompre et engendrer une péritonite, c'est une péritonite en deux temps. On a le plastron appendiculaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'agglutination dense et des plis-plans autour du foyer infectieux et inflammatoire, c'est-à-dire l'appendice malade, et ça forme une masse de la fosse iliaque droite. On a les formes selon le terrain. On avait dit que les appendicites avant 3 ans étaient rares et le diagnostic était difficile. Tout ça parce que, et bien sûr, il faut faire une imagerie. Pourquoi c'est rare avant 3 ans? Parce que finalement, on avait dit qu'il y avait une lumière appendiculaire et qu'il y avait la jonction de l'appendice vers le sécom. Il y avait une espèce de petit sphincter avec une petite musculature. Et avant 3 ans, le sphincter n'est pas assez, le muscle n'est pas assez développé. Et par conséquent, la lumière appendiculaire peut se remplir et se vider sans aucun souci. Pour le sujet âgé, il faut d'abord penser au cancer du sécom avant de penser à une appendicite, qui est souvent, le cancer du sécom est souvent torpide car des signes généraux sont atténués. C'est l'appendicite du sujet âgé qui est souvent torpide car des signes généraux sont atténués avec peu ou pas de défense. Chez le sujet immunodéprimé, on peut avoir des douleurs isolé, pas du tout de signes généraux et surtout particulièrement grave parce que ça évolue à bas bruit. Chez la femme enceinte, pour le premier trimestre, l'appendice va se situer en position normale, mais pour le dernier trimestre, l'appendice est refoulé vers le haut, pouvant simuler une cholécystite. Les diagnostics différentiels, en fonction donc de la situation topographique, pour la forme typique, il faut penser à l'adénolymphyte mésentérique, au Crohn, à la rectocolite hémorragique, au cancer du sécom abcédé, aux diverticules de Meckel infectés, à tuberculose, sarcoïdose et éventuellement à quelques autres étiologies. Pour la position rétrocécale, il faut penser à la pyélonéphrite ou l'hydronéphrose.
Pour la situation pelvienne, à toutes les pathologies gynécologiques, salpingite, pyosalpinx, torsion de kyste ovarien, grossesse extra-utérine. En sous-hépatique, il faut penser à la cholécystite aiguë, surtout en mésocéliaque. Il faut penser aux diverticules de Meckel, à l'ileus biliaire, et au niveau herniaire, penser aussi à l'étranglement herniaire. Le traitement chirurgical reste la référence, même si quelques écoles ont prôné le traitement par antibiothérapie, mais beaucoup reviennent dessus et le traitement de référence reste la chirurgie. Pour le volet médical, il faut réhydrater le malade, mettre une antibiothérapie et l'opérer. En quoi consiste l'intervention? Il faut finalement enlever l'appendice, ça s'appelle une appendicectomie. Ça peut se faire par laparotomie ou actuellement par cœlioscopie. Si on doit faire ça par laparotomie, l'incision, c'est l'incision de McBurney, elle est centrée sur le point de McBurney. Il faut ouvrir, inciser la peau, ouvrir la peau-névrose, dilacérer le muscle, retrouver le péritoine, ensuite on incise le péritoine, le sécom est sorti, on retrouve l'appendice, le méso avec l'artère appendiculaire sont liés, la base appendiculaire est liée, on sectionne et l'appendicectomie est faite. On réintègre le sécom et on ferme. Ça peut aussi se faire sous cœlioscopie à l'aide de 3 ou 4 trocars, bien sûr, une caméra, et on va finalement procéder à l'ablation de l'appendice. Est-ce qu'il y a des complications post-opératoires possibles? Bien sûr. Précoce, c'est surtout l'infection, les abcès profonds. On peut avoir de la péritonite post-opératoire par la charge du moignon appendiculaire, même si c'est très rare actuellement. Et tardivement, on peut avoir des occlusions intestinales sur bride ou bien une éventration sur cicatrice d'appendicectomie. La voie d'abord cœlioscopique n'a pas fait la preuve actuellement de sa supériorité à la voie ouverte dans la population générale, mais elle a plusieurs avantages. Elle donne moins d'abcès, moins d'infection de la paroi, la durée de séjour moyenne est réduite, et une durée de convalescence plus courte, et le coût global est inférieur. Et la cellio a plus d'intérêt dans certains groupes, surtout chez l'obèse, chez la femme, où on peut redresser des diagnostics. Et la ligature par un seul enveloppe doit être utilisée de routine car elle est moins coûteuse, sauf en cas d'appendicite aiguë compliquée. L'utilisation d'agrafage dans cette situation pourrait réduire le taux de complications. Quand on aborde par cœlioscopie, il est possible de laisser en place un appendice qui est macroscopiquement sain. Au cours de l'intervention pour appendicite aiguë, le diverticule de Meckel doit être retiré que lorsqu'il est probablement pathologique chez l'adulte et dans tous les cas chez l'enfant. En conclusion, l'appendicite aiguë est une urgence fréquente, caractérisée par un polymorphisme anatomoclinique, une multiplicité des formes cliniques et le traitement demeure chirurgical. Je vous remercie.